Salut à tous, c'est Joe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo sur PineScript. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas forcément analyser une stratégie ou alors faire un tuto, etc. C'est un peu une forme de tuto au final. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire une liste de commandes, tout ce qu'on va avoir besoin régulièrement. Et en fait, ça va vous permettre d'avoir un peu votre petit anti-sèche, on va dire. Et comme ça, vous pouvez copier-coller les commandes que vous voulez et vous n'avez pas besoin d'à chaque fois de chercher ce qu'il vous faut, etc. Du coup, petit spoiler, on fait tout ça, on connaît pas les commandes de tête. Quand on a besoin d'une certaine fonctionnalité, on va récupérer un script qu'on a déjà fait, on copie le truc et on le colle et puis c'est fini. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on aille sur TradingView et on voit tout ça ensemble. C'est parti! Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas faire le script ensemble, j'ai déjà tout fait à l'avance. On va passer sur chaque ligne, je vais vous expliquer oralement à quoi ça sert, comment ça peut fonctionner. Et vous de votre côté, pas besoin de le recopier, je vais vous balancer ça en description. Et ce que je vous propose, c'est qu'on fait un petit marché. Si le script vous plaît et si vous voulez le télécharger, vous avez juste à aller dans la description. Et ben en contrepartie, pour me remercier, vous cliquez sur le petit bouton j'aime et vous lâchez un abonnement. Alors oui, dit comme ça sonne comme de la négociation ou du chantage, mais bon. On va dire que c'est du donnant-donnant. Bon, bien sûr, comme d'hab, la cloche, on s'en fout, j'ai pas envie de vous spammer une notification, au pire, ça sera une par semaine, c'est pas fou non plus. Mais voilà, vous embêtez pas avec ça. Juste si vous pouvez vous abonner, moi ça m'aide énormément pour le référencement, et vous, bah si ça vous plaît, comme ça vous savez quand je poste une vidéo, et si ça vous plaît pas, bah vous m'oubliez, hein, c'est pas très grave. Mais je vous remercie déjà d'avoir regardé cette vidéo, ça serait cool. Allez, c'est parti. Du coup, première chose super importante, c'est peut-être le plus important du script. Ici, vous avez mon Twitter, et là, la chaîne YouTube. Voilà, ça y est, le moment pub est terminé, j'arrête mes conneries. Là, on va passer à la suite. Donc bien sûr, on a fait ça en version 5, c'est la dernière version. Et la première chose qu'on voit, c'est qu'on ouvre notre stratégie. La chose à noter là-dedans, c'est quoi? C'est qu'on a un titre, on a un paramètre overlay que j'ai mis à true. Je vous ai mis un petit rappel au-dessus. Si l'overlay est à false, c'est-à-dire qu'on va aller rajouter toutes les fonctions d'affichage de notre script dans un chart secondaire. Par exemple ici, si j'ajoute l'indicateur MACD, il se met dans un chart secondaire qu'on voit sous notre chart principal. Et si jamais je mettais l'overlay à true, ce qui est le cas ici, ça fait comme si on affiche une EMA, c'est-à-dire qu'on vient aller se caler sur le chart principal. Autre paramètre qu'on voit, c'est le calc on order fields. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on va ouvrir un trade, par exemple on l'ouvre en bas d'une bougie, il va aller chercher à placer son stop loss directement. Il va pas attendre la bougie d'après. Il n'y a pas énormément de changements, mais imaginons que vous aviez un short que vous deviez ouvrir en bas d'une bougie et que la bougie explose vers le haut, bah même si vous avez un stop loss de 1% et que la bougie fait 10%, et bah vous allez quand même vous taper une perte de 10%. Vous n'allez pas calculer sur la même bougie. C'est des cas un petit peu rares, mais voilà, ça peut arriver, et bah sur un bot ça peut faire mal si on fait pas attention. Ensuite on va passer au groupe des champs input. Ici on va voir un peu tous les champs input, alors pas tout en détail, parce qu'il y en a qu'on utilise vraiment très peu, mais on va faire le tour des principaux. Le premier c'est le nombre entier, c'est le champ int. Je pense que vous le connaissez déjà, on a une valeur par défaut, une valeur minimale, une valeur maximale, ça on va le retrouver un peu partout. Ensuite on a le paramètre step qui est simplement la valeur quand on fait plus ou moins directement via les settings de la stratégie. Donc ça veut dire que si on fait plus on va augmenter de 1 et si on fait moins, baisse de 1 tout simplement. Un petit tooltip si vous le souhaitez, pour vous c'est pas très important, mais si vous cherchez à commercialiser un script, ou même voilà, le rendre public, ça peut être intéressant, ça vous fait une petite bulle à droite, enfin vous connaissez, hein. Si vous passez votre souris dessus, vous avez un petit texte qui s'affiche. Et enfin un groupe, ça permet de regrouper les champs input. Ensuite on a le nombre à virgule, qui est exactement la même chose, hein. On retrouve les valeurs par défaut, les valeurs minimales, etc. Ça, il n'y a rien qui change au niveau des paramètres, juste que c'est un input de type float. Ensuite on a le vrai ou faux, qui est un booléen, c'est-à-dire que c'est soit vrai soit faux, donc c'est une case à cocher. Cette fois les valeurs par défaut c'est true pour vrai et false pour faux. On a aussi l'input de type color, qui permet de spécifier une couleur. C'est pas forcément le plus utilisé parce qu'il y a tout qui est un peu automatisé sur TradingView, mais voilà, ça peut être utile, donc je vous le rajoute. Ensuite il y a le champ texte, alors lui aussi il est très peu utilisé parce qu'on va rarement avoir besoin d'une chaîne de caractères dans notre script, mais voilà, je vous le mets quand même, c'est le type string, et ça permet d'écrire quelque chose. Ici par exemple en valeur par défaut j'ai mis Hello World. Bien évidemment il n'y a pas de valeur maximale, il n'y a pas de valeur minimale, hein, c'est une chaîne de caractères, donc on ne peut pas mettre ces paramètres là. D'ailleurs c'était pareil pour couleur et booléen. Ensuite on a l'input de type timeframe, celui-là on l'a vu dans les autres vidéos, ça permet d'aller spécifier une autre timeframe. À ne pas oublier que c'est une chaîne de caractères, donc on met bien des guillemets autour, même si on écrit un chiffre on doit mettre des guillemets, et ce chiffre est exprimé en minutes. Ici je mets 180, ça va donc être 3 heures. Si vous voulez mettre par exemple à la journée, vous mettez la lettre D, et si vous voulez mettre à la semaine, vous mettez par exemple la lettre W pour week. Et enfin, dernier champ input qui peut être intéressant, qu'on n'a pas vu dans d'autres vidéos, mais qui peut quand même être intéressant, c'est l'input de type session, qui va vous permettre de spécifier une tranche horaire. Ici par exemple on met entre 8 et 16 heures,
Ça, c'est la valeur par défaut. En paramètres, on va retrouver le mot option qui va permettre de choisir les différents champs qui seront sélectionnables dans notre configuration. Ici, on aura par exemple minuit 8h, 8h 16h, 16h minuit. Donc voilà un peu pour les champs input. Ensuite, on va aller voir les fonctions de base qu'on va utiliser assez régulièrement. On y retrouve par exemple un calcul d'EMA, donc on a une déclaration de variable. On va utiliser la librairie ta.ema avec, si on passe la souris dessus, en premier paramètre la source, donc ici close, qui est la fermeture des bougies, et une longueur, ici 50. Petit rappel aussi, si je fais CTRL plus clic dessus, on a toute l'aide qui s'affiche, où on va retrouver comment on utilise la fonction. On va retrouver aussi des exemples un peu plus bas, et on va aussi avoir la définition de chaque paramètre. Ici par exemple on a une SMA qui est la même chose mais c'est pas une moyenne mobile exponentielle mais simple. D'ailleurs si je clique dessus et qu'on descend tout en bas on voit un peu tous les types, il y a l'exponentielle, etc. Donc vous pouvez utiliser un peu tous les types de moyennes mobiles que vous voulez. Ensuite quelque chose qui peut être intéressant c'est le crossover et le crossunder. Ici quand on met crossover c'est quand le premier paramètre passe au-dessus du deuxième paramètre. Donc ici ça voudrait dire que notre moyenne mobile exponentielle 50 qu'on a définie ici, qui est notre premier paramètre, croise par-dessus la moyenne mobile simple 200, et grâce du coup à TA crossover, on vient aller cibler ce croisement. Crossunder, c'est l'inverse, c'est quand la première courbe passe sous la seconde. Ensuite, 2-3 fonctions mathématiques qui peuvent être utiles. On a par exemple le mat.max qui permet d'aller trouver le maximum entre plusieurs valeurs. Ici, ça voudrait dire qu'on vient aller chercher la valeur maximale entre le MA50 et la SMA 200. Et pour mat minimum, c'est l'inverse. Ensuite, on a mat.abs pour trouver la valeur absolue. Au cas où, pour ceux qui ne savent pas la valeur absolue, c'est une valeur qui ne peut pas être négative. Donc par exemple, on a une moyenne exponentielle 50 moins la moyenne simple 200. Imaginons que la 50 elle était à 100 € et la 200 à 50. On aurait 100 moins 50, ça fait 50 €. La valeur absolue de 50, c'est 50. Si c'était l'inverse, c'est-à-dire que si celle-là valait 50 et l'autre 100, on aurait 50 moins 100, ça faisait moins 50 €, mais grâce à la valeur absolue, on aurait quand même la valeur 50. Dans certains cas, ça va être très utile. On pourrait très bien vouloir savoir, durant la dernière heure, quel a été le mouvement des prix, et du coup que ça monte ou ça baisse de 1%, peut-être qu'on voudrait simplement la valeur, il y a eu une volatilité de 1%. Et donc là, on voudrait la valeur absolue. Et ensuite, je vous ai quand même rajouté le RSI qui peut être utile. Vous avez juste à utiliser ta.rsi, avec toujours une source et une longueur, et ça vous permet de retrouver la valeur du coup du RSI. Je vous ai rajouté aussi la petite ligne pour pouvoir aller chercher des valeurs sur une autre timeframe, ça peut être utile. Vous avez simplement à utiliser le request.security, le siminfo.tickerid pour aller vous mettre sur le symbole actuel, c'est-à-dire ici le BTC USDT de Binance. Sinon, il faudra aller spécifier ça. Ensuite, j'ai récupéré la variable timeframe qu'on avait définie un peu plus haut, c'est-à-dire que là, actuellement, elle est sur 3 heures. Mais si vous modifiez cette valeur-là, ça changera du coup ce qu'on récupère dans cette fonction. Une fois que vous avez spécifié ça, vous devez spécifier du coup la fonction qui sera lancée. Ici, c'est un simple calcul de MA. Et enfin, j'ai rajouté le petit barmedge.gapsOn. Ça va vous permettre de ne pas avoir une courbe en escalier. Pourquoi on pourrait avoir une courbe en escalier? Simplement que là, si on est sur un chart 15 minutes et qu'on vient récupérer par exemple des données de la timeframe 30 minutes, on aurait donc une courbe en forme d'escalier. Toutes les deux bougies, ça serait plat, ensuite ça change de valeur, plat, ça change de valeur, etc. En mettant ce petit barmedge.gapsOn, il va aller lisser la courbe et du coup, ça sera plus un escalier mais juste une courbe qui va permettre de faire des moyennes de valeurs. Ensuite, je vous ai rappelé comment on faisait un petit if. Ça aussi, c'est pareil. Des fois, on se souvient pas forcément de la structure. Là, vous copiez votre truc, vous remplacez les conditions, etc. Et au moins, vous avez votre if fonctionnel. Ici, on vient simplement dire que si le prix de fermeture est supérieur au prix d'ouverture, donc la bougie, elle est verte. Et si jamais c'est l'inverse, du coup, elle est fausse. En dessous, je vous ai rajouté un if un peu plus condensé. C'est une forme que vous allez retrouver régulièrement, donc c'est pour ça que je vous la mets. On vient dire que si close est supérieur à open, alors, à la variable qu'on a définie avant, on va attribuer la valeur true, sinon on va attribuer la valeur false. Donc c'est exactement pareil que ça, sauf que ça tient sur une ligne, et vous allez la voir assez souvent. Ensuite, au niveau des fonctions d'affichage, ici pour faire une courbe assez standard, on vient simplement utiliser la fonction plot avec ce qu'on souhaite afficher. Ici ça serait la moyenne mobile exponentielle 50, on peut lui mettre un titre, on peut lui mettre une couleur, et aussi une épaisseur de ligne. Pour faire une ligne horizontale, cette fois c'est pas la fonction plot, c'est la fonction hline, on vient mettre une valeur, ici j'ai mis 21 400, donc là, clairement, si vous testez le script qui n'est pas sur le Bitcoin, par exemple un BNB qui est à 300 $, vous aurez une ligne à 21 000 $, vous la verrez certainement pas. Mais là, du coup, voilà, c'est à peu près autour de ce prix-là, c'était pour qu'on puisse la voir sur le graphique. Donc vous spécifiez une valeur fixe, important. Une ligne horizontale ne voudra pas une série de valeurs. Vous pouvez pas utiliser une EMA, vous pouvez pas utiliser des bougies de fermeture, parce que c'est des valeurs qui oscillent. Et du coup, lui, il veut une valeur fixe. Toujours pareil, une couleur, une épaisseur, et cette fois, vous pouvez spécifier un style de ligne. Vous pouvez dire par exemple quelque chose qui est en tiret, en pointillé, en solide, etc.
J'ai rajouté une deuxième ligne horizontale avec un prix un petit peu différent, simplement pour vous présenter ensuite la fonction fill. Alors, je vais revenir ensuite sur la couleur transparente. Fill, c'est une fonction qu'on va dire qui va aller remplir l'espace entre deux lignes. Ici, on vient de lui dire que je veux la ligne horizontale et la ligne horizontale 2, et que tout ça, il va le remplir par la couleur que je spécifie. Ici, j'en ai profité pour vous présenter la fonctionnalité des couleurs transparentes, parce que quand on veut un arrière-plan, des fois c'est un peu embêtant d'avoir un truc qui est vachement puissant, qui vient cacher toutes les bougies, tous les indicateurs, c'est un peu chiant. Donc du coup ce qu'on fait c'est qu'avec le Color New, vous avez deux paramètres. Le premier paramètre c'est la couleur, donc ici par exemple j'ai le vert, et le deuxième paramètre c'est la transparence. Ici c'est-à-dire que la couleur serait à 80% transparente. Donc plus le chiffre est élevé, plus la couleur est transparente et on la voit quasiment pas. Ensuite, dernier affichage, ici c'est la fonction BGColor, qui veut dire Background Color. La petite différence avec Fill, c'est que Fill va aller remplir de couleurs un espace plutôt horizontal, c'est-à-dire qu'on a deux lignes horizontales et cet espace-là, on va aller le remplir d'une couleur. La fonction Background Color, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'on va avoir une zone délimitée verticalement, et du coup c'est cette zone verticale qu'on va aller remplir de couleurs. Ici ce que j'ai fait, ça peut être intéressant aussi, j'ai récupéré la session horaire qu'on avait spécifiée au-dessus, ici par exemple 8-16 heures, etc. J'ai récupéré ça dans une variable session time, j'ai bien spécifié GMT+2 parce que personnellement je suis en France, peut-être qu'il y a des gens qui sont pas en France, mais c'est pour pouvoir se caler du coup sur le bon fuseau horaire. Et ensuite j'ai utilisé mon petit BGColor qui dit que si le temps actuel est bien dans la session, alors je veux remplir le fond de ma couleur violette. Sinon, NA ça veut dire je ne fais rien. Donc ici par exemple, vous retrouvez le fameux if que j'ai mis plus haut. On aurait pu faire un if un peu plus décomposé. Là ce qu'on fait c'est simplement, si cette condition est remplie, alors je fais le premier paramètre qui est derrière le point d'interrogation. Sinon, je fais le deuxième paramètre qui est derrière les deux points, sachant que NA veut dire on fait rien. Ensuite, autre paragraphe pour les take profit et les stop loss. À chaque fois, il est composé de la même façon. On a deux champs input qui vont permettre de spécifier le pourcentage de take profit et de stop loss. Donc ici, par exemple, pour le take profit d'un long, on a une valeur par défaut à 2%. On a une valeur minimale, une valeur maximale, ça c'est l'input float qu'on a vu un peu plus haut, il n'y a rien de nouveau. Pareil pour le stop loss, là j'ai initialisé à 1%. Et ensuite je vous ai prévu le petit calcul pour transformer ce pourcentage en un prix de sortie, c'est-à-dire que pour le take profit long, on vient prendre le prix d'ouverture de notre position. Alors d'ailleurs ça me permet de vous expliquer ça, pourquoi on a un position average price, c'est-à-dire que quand vous allez ouvrir votre position, vous ouvrez pas forcément un prix fixe. Faut pas oublier que quand on achète par exemple du Bitcoin, on vient l'acheter à quelqu'un qui le vend, tout simplement. Donc du coup, en général, ça nous impacte pas trop. Si moi aujourd'hui je voulais acheter par exemple, je sais pas, un dixième, un centième de Bitcoin, en général je vais l'avoir au prix actuel. C'est-à-dire que là je l'aurai à 21 438, ça va pas beaucoup varier. Mais une personne qui a beaucoup plus d'argent, qui veut investir beaucoup plus, imaginons qu'elle veut acheter, je sais pas moi, une centaine de Bitcoin, elle a vraiment beaucoup d'argent à investir, bah les 100 Bitcoins vont pas forcément être au prix de vente de 21 436. Quand elle va vouloir les acheter à un instant T, elle va aller acheter des prix qui augmentent petit à petit. Et donc du coup, avec cette valeur-là, on va aller récupérer le prix moyen de son achat. À ça, on va aller multiplier par le bon nombre qui vient utiliser notre pourcentage qu'on a récupéré en haut, et du coup ça va nous permettre de trouver le prix de sortie. Là en l'occurrence pour le TP long, ça serait du coup notre prix d'achat plus 2%, tout simplement. On fait pareil pour le stop loss, et en dessous c'est exactement la même chose mais pour le short. Donc c'est à dire qu'on va plutôt faire un moins pour le take profit, parce que vu qu'on va vers le bas, on attend que le prix baisse pour faire des gains, et du coup c'est l'inverse pour le stop loss. Et enfin, dernière partie, comment on ouvre et on ferme des trades. Donc pour l'ouverture et la fermeture de trade, j'en ai profité pour vous faire un if imbriqué, c'est-à-dire qu'on a un if avec à l'intérieur un deuxième if. Ici, si on n'a pas de position en cours, c'est-à-dire qu'on n'a pas de trade en cours. Si la moyenne mobile 50 passe au-dessus de la moyenne 200, c'est ce qu'on avait déclaré un petit peu plus haut, alors je vais ouvrir un long, et si jamais la moyenne mobile 50 passe sous la moyenne 200, je vais ouvrir un short. J'aurais très bien pu faire un LCC, ça aurait été la même chose, mais voilà, ça revient au même. Petite précision aussi, on aurait très bien pu utiliser le when, qui permet de spécifier aussi une condition pour ouvrir un trade, sauf que vous allez voir, si vous spécifiez votre when, au moment où vous allez sauvegarder, il va vous dire que, attention, pour les versions futures, il ne voudrait plus utiliser ce when, il faut utiliser des switch ou des if. Du coup là, j'ai spécifié le if, comme ça ce sera la forme qui sera utilisée plus tard dans les futures versions, il n'y aura pas de changement. Et enfin, on vient se fixer les stop loss et les take profit. Ici, si le nombre de positions est supérieur à 0, c'est-à-dire que si on a ouvert un long, on va pouvoir faire une sortie de stratégie avec un prix de sortie en take profit et un prix de sortie en stop loss. Exactement la même chose pour le short, sauf qu'on vient vérifier que le nombre de transactions est inférieur à 0. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sauvegarder ça, je vais l'ajouter au graphique, et comme ça on va voir visuellement un peu ce que ça donne. Donc la stratégie, forcément, elle fonctionne pas, hein, j'ai pas du tout testé, c'était juste pour avoir un aperçu. Donc une fois qu'on l'ajoute au graphique, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve une petite ligne rouge, là si on zoome un petit peu, on la voit ici légèrement.
qui est l'EMA, tout simplement, qu'on avait choisi d'afficher en rouge. On a aussi une ligne en pointillé bleu, qui est la fameuse ligne horizontale ici, à 21 400, j'ai choisi de mettre en bleu. On en a une autre en jaune un peu plus haut ici, et ça, avec la fonction fill, on l'a rempli de couleur verte à 80%. Si je mettais par exemple 95% et que je sauvegarde, la couleur va un peu plus s'éclaircir, on la voit quasiment plus. Donc c'est bien ça qui va aller remplir l'arrière-plan. En violet, on retrouve notre fameuse session, c'est-à-dire entre 8h ici et 16h ici. Si je joue ma stratégie, que je vais dans les paramètres d'entrée, si je change par exemple ici la session, que je prends par exemple minuit 8h, on voit que derrière mon arrière-plan violet a bougé et on s'est recalé bien sur minuit et 8h. Donc c'est à peu près tout pour le script. Je pense qu'il y a déjà pas mal de choses qui vont être très utiles, des trucs qui le seront un petit peu moins forcément, mais c'est comme ça. Il y a aussi beaucoup de choses qui sont pas présentes, mais malheureusement je peux pas tout présenter là-dedans. Donc je vous le rappelle, en description je vous mets le lien pour télécharger ça, comme ça vous le mettez dans un petit fichier texte à côté. Et quand vous avez besoin par exemple de faire une EMA, vous pouvez directement copier la ligne. Si vous avez besoin de faire un petit calcul de pourcentage, de take profit, stop loss, vous copiez le petit pavé, vous avez tout déjà à portée de main et ça vous permet d'aller beaucoup plus vite. Du coup c'est tout pour moi, je vous souhaite une excellente journée, faites bon usage de ce script, j'espère que ça vous sera utile et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.